Observe attentivement ces images. Dans la nuit du 9 janvier 2026, Poutine a lancé l'un des missiles les plus terrifiants du monde contre l'Ukraine. L'Oreshnik, un missile hypersonique capable de transporter des ogives nucléaires. Il a frappé Lviv, à seulement 70 km de la frontière polonaise. Un membre de l'OTAN, Poutine pensait qu'il pouvait faire cela sans conséquence. Il avait complètement tort, car la même nuit, l'Ukraine a répondu. Et ce que l'Ukraine a fait a été instantané, brutal, et a changé les règles de la guerre. Restez avec nous. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé cette nuit-là. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez connaître l'ampleur de l'attaque russe. Et lorsque vous découvrirez les chiffres, vous comprendrez pourquoi la réponse ukrainienne a été si brutale. La nuit du 9 janvier a commencé comme tant d'autres en Ukraine. Des familles dînaient, des enfants faisaient leurs devoirs, des gens rentraient du travail. Mais, à 6h30 du soir, les sirènes ont commencé à retentir. Ce qui tombait du ciel n'était pas une attaque ordinaire. 242 drones, 36 missiles, tous lancés en même temps. C'était l'une des plus grandes vagues d'attaques depuis le début de la guerre. L'objectif n'était pas seulement de détruire, c'était de terroriser. Faire passer la nuit à des millions d'Ukrainiens dans des abris froids, incertains pour leur maison. À Kiev, la capitale, 4 personnes sont mortes, 25 ont été blessées. Parmi les morts se trouvait un ambulancier, Serhiy Smoliak, 38 ans, père de famille. Et la Russie a également mené des frappes doubles à Kiev cette nuit-là, frappant le même endroit 2 fois. La première fois pour faire des victimes, la seconde pour tuer ceux qui tentent de les sauver. Serhiy est mort en faisant son travail, en essayant de sauver des vies, et la Russie l'a tué. Mais ce n'est pas cela qui a choqué le monde cette nuit-là. C'est ce qui s'est passé. 550 km à l'ouest, à Lviv. Lviv est considérée comme l'une des villes les plus sûres d'Ukraine. Située à l'ouest du pays, loin du front, des familles s'y sont réfugiées. Depuis le début de la guerre, c'était un endroit où les enfants pouvaient encore aller à l'école, sans la peur constante des attaques. La nuit du 9 janvier a tout changé. Cette nuit-là, les habitants de Lviv ont vu dans le ciel quelque chose d'inédit. 6 faisceaux de lumière sont descendus à des vitesses impossibles, chaque faisceau se divisant en 6 autres objets. 36 points lumineux sont tombés et ont frappé le monde, l'Oreshnik. Maintenant, vous devez comprendre ce qui rend ce missile si dangereux. Le nom Oreshnik signifie noisetier en russe. Ce nom vient de la façon dont les bombes tombent en se dispersant comme des branches d'arbres. Il n'y a rien de poétique ici. Ce missile voyage à Mach 10, soit plus de 13 000 km/h, 10 fois la vitesse du son. À cette vitesse, il peut voyager de Moscou à Berlin en moins de 20 minutes. En entrant dans l'atmosphère, il chauffe tellement que les radars ne peuvent le détecter. Le pire, ce n'est pas la vitesse, mais la charge transportée. Un Oreshnik ne largue pas une bombe, mais 36, 6 principales, chacune se divisant en 6, atteignant ainsi 36 cibles simultanément. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que, même si tu arrives à en abattre quelques-unes, les autres vont toucher leur cible. C'est quasiment inarrêtable. Poutine avait déjà utilisé ce missile une fois auparavant, en novembre 2024, contre la ville de Dnipro. C'était un test, un avertissement, mais personne ne l'a pris au sérieux. Le 9 janvier, Poutine a décidé de l'utiliser à nouveau, mais cette fois contre Lviv, à 70 km de la frontière avec la Pologne, membre de l'OTAN. Le message était clair pour l'Europe. Personne n'est en sécurité.
Si je le veux, je peux frapper Varsovie, Berlin, Paris, et vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter. » Mais Poutine a commis une erreur. Il pensait que l'Ukraine subirait l'attaque, aurait peur et manquerait de courage pour réagir. Il s'est trompé, car alors que Oreshnik était encore en vol, des commandants ukrainiens prenaient déjà une décision. Poutine peut frapper près de l'OTAN, l'Ukraine peut frapper le cœur de la Russie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans la nuit du 9 janvier, des drones ukrainiens ont décollé. La cible n'était pas la ligne de front ni des bases près de la frontière, mais bien des sites au cœur de la Russie. Volgograd, à 500 km de la ligne de front, et Belgorod, la ville qui alimente toute l'opération militaire russe en Ukraine. Que s'est-il passé ? Il faut comprendre comment l'Ukraine a réussi à faire cela. Comment des drones ukrainiens ont pu parcourir 500 km à l'intérieur du territoire russe sans être abattus. Et la réponse va te surprendre. Les drones que l'Ukraine utilise ne sont pas ces petits drones que tu vois dans les magasins, ce sont des drones longue portée, développés spécifiquement pour des missions en profondeur. Certains sont fabriqués en Ukraine même, d'autres sont des modifications de drones commerciaux transformés en armes. Ils ont un avantage clé, ils volent bas et lentement. Cela semble étrange, mais c'est un atout. Les radars russes sont optimisés pour détecter les avions et les missiles rapides. Quelque chose qui vole à 800 km/h, 1000 km/h. Les drones ukrainiens volent à 150, 200 km/h, si bas et si lentement qu'ils passent souvent inaperçus. La nuit du 9 janvier, ils sont passés. Les drones ont parcouru des centaines de kilomètres en Russie, suivant des trajets minutieusement planifiés pour éviter les défenses aériennes. Ils ont survolé des champs, des forêts et des zones rurales moins défendues. Et ils ont atteint leur cible. La première cible était Volgograd, la ville qui s'appelait autrefois Stalingrad. Tu connais ce nom ? L'Union soviétique y a vaincu les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Symbole de la résistance russe, Poutine n'aurait jamais pensé qu'elle serait attaquée. Mais cela s'est produit. La cible spécifique, c'était le dépôt de pétrole de Joutovskaya, un immense complexe de réservoirs qui stocke des millions de litres de carburant. Du carburant qui approvisionne les troupes russes en Ukraine. Chars, camions, hélicoptères dépendent tous du carburant. Les drones ont frappé avec précision, la première explosion a été suivie d'autres, chaque réservoir prenant feu à son tour. Des témoins ont indiqué que la lumière de l'incendie éclairait le ciel à plusieurs kilomètres. Les pompiers ont tenté de maîtriser les flammes, mais le feu était trop intense. Des millions de litres de carburant transformés en fumée et les opérations militaires russes dans le sud de l'Ukraine compromises, sans carburant. Les chars ne bougent pas, les hélicoptères ne volent pas, la machine de guerre s'arrête. Mais la deuxième cible a vraiment fait la différence. Belgorod est situé à quelques kilomètres de la frontière. Depuis le début de la guerre, la ville s'est transformée en un immense dépôt militaire. Tout passe par Belgorod, armes, munitions, ravitaillement. C'est le cœur logistique de l'invasion russe. Et, dans la nuit du 9 janvier, l'Ukraine a décidé d'arracher ce cœur. Les drones n'ont pas seulement frappé une installation militaire, ils ont touché le réseau électrique, les transformateurs et les sous-stations, l'infrastructure qui permet à une ville moderne de fonctionner. Et puis, à l'aube du 10 janvier, quelque chose s'est produit. 600 000 personnes se sont réveillées dans le noir. Imagine la scène. Vous vous réveillez au milieu de la nuit. Il fait froid, très froid. Vous essayez d'allumer la lumière. Rien. Vous prenez votre téléphone, pas de réseau. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez. Toute la ville est plongée dans l'obscurité et la température extérieure est de moins 14 degrés. Sans électricité, sans chauffage, sans eau courante. Les hôpitaux ne fonctionnent qu'avec des générateurs de secours. Les écoles sont fermées, les usines à l'arrêt et personne ne savait quand l'électricité reviendrait. Le gouverneur de Belgorod a admis publiquement que la situation était extrêmement difficile. Des équipes réparèrent l'électricité, mais les dégâts étaient importants.
Cela prendrait des jours, voire des semaines. Et des civils russes vivaient une situation sans précédent. Ce que les Ukrainiens vivent tous les jours. Le froid, l'obscurité, l'incertitude, la vulnérabilité, la sensation que leurs vies peuvent changer en quelques secondes. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire. L'Ukraine avait amené la guerre à l'intérieur de la Russie, et Poutine n'avait pas de réponse. Ça suffit. Vous devez comprendre pourquoi cette nuit a changé la guerre, et pourquoi Poutine pourrait perdre le contrôle pour la première fois. Pendant presque 3 ans, Poutine a vendu un récit au peuple russe. Le récit était simple. La guerre est loin. Elle se passe en Ukraine, pas ici. Vous êtes en sécurité, la vie continue, allez travailler, amenez vos enfants à l'école, laissez l'armée gérer. Et pour la plupart des Russes, surtout à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'était exactement comme ça. La guerre, pour eux, restait lointaine et abstraite, vue seulement à la télévision, sans impact sur leur quotidien. La nuit du 9 janvier a brisé ce récit. Les 600 000 habitants de Belgorod ne peuvent plus ignorer la guerre. Elles ont ressenti dans leur chair le froid, l'obscurité, la peur. Et maintenant elles posent des questions auxquelles Poutine ne veut pas répondre. Si l'Ukraine peut atteindre Belgorod, elle peut atteindre d'autres villes. Si elle peut détruire notre réseau électrique, que peut-elle encore détruire ? Pourquoi poursuivre cette guerre si nous sommes si vulnérables ? Et il y a autre chose. L'attaque contre Volgograd avait une portée symbolique et stratégique. Détruire des dépôts de carburant signifie que les opérations militaires russes deviennent plus lentes, plus difficiles, plus coûteuses, et plus la guerre dure, plus il devient difficile pour Poutine de la justifier. Mais le plus important, c'est ce que cette attaque a montré au monde. Cela a montré que l'Ukraine ne se défend pas seulement, elle contre-attaque efficacement sur le territoire ennemi. Poutine a lancé l'Oreshnik en pensant qu'il allait intimider l'Europe, en pensant qu'il allait montrer sa puissance. Aucune chance d'abattre ces roquettes. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est exactement le contraire. Il a montré du désespoir, parce que les pays qui gagnent n'ont pas besoin de lancer des missiles nucléaires sur des villes civiles. Les pays qui gagnent n'ont pas besoin de terroriser les populations. Et l'Ukraine ? L'Ukraine a montré quelque chose de différent. Elle a montré de la résilience. Elle a montré de la capacité. Elle a montré que peu importe ce que Poutine lance contre eux, ils continueront à se battre et feront payer Poutine pour chaque attaque. La guerre a changé cette nuit-là. Désormais, la Russie souffre aussi. Et quand le peuple russe ressent les conséquences, tout change. Poutine peut avoir l'Oreshnik, il peut avoir des missiles hypersoniques, il peut avoir des armes nucléaires, mais il ne peut pas contrôler ce que ces armes provoquent. Il ne peut pas contrôler la réponse, et il ne peut pas contrôler le récit. Quand 600 000 personnes se réveillent dans le noir et commencent à poser des questions, la nuit du 9 janvier 2026 sera retenue non pas comme la nuit où Poutine a montré sa puissance, mais comme la nuit où il a montré sa faiblesse. Et vous, pensez-vous que l'Ukraine a eu raison de porter la guerre en Russie ou cela aggrave-t-il le conflit ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo.